Écoutez, on est un tout petit peu en avance sur l'horaire, mais les trains qui arrivent à l'heure, c'est aussi des trains qui arrivent en avance, et c'est mieux qu'un train qui est en retard. Donc, je vous dis bonjour, et puis je dis bonjour aussi aux autres personnes qui se sont jointes à cette permanence virtuelle. On a décidé d'organiser des permanences un peu aux quatre coins des Hauts-de-France. J'étais hier dans l'Oise avec Anne-Sophie Fouenne pour parler du territoire de l'Oise, mais aussi pour parler transport, pour parler d'un certain nombre de sujets qui concernent l'Oise. On était il y a quelques jours avec Franck Dersin, le vice-président en charge des transports. On a parlé aussi du Dunkerquois. Demain, je serai sur le littoral. On fera quelque chose en direct du marché d'Étaples et du marché de Ardelot avec Jean-François Rapin, le sénateur, et on parlera pêche, on va parler littoral, érosion. On essaie de couvrir un peu tous les sujets en étant dans la logique de Xavier Bertrand, d'être au plus près des habitants. Et comme là, malheureusement, il y a cette épidémie, c'est vrai que c'est difficile d'organiser des réunions publiques. Donc, c'est une version réduite d'une réunion publique. Et on essaie de… Voilà. Alors, moi, je suis très admiratif depuis longtemps de ce que fait Mady au conseil régional. Et je trouvais que c'était vraiment important de faire un focus sur cette spécificité des Hauts-de-France et tous les efforts. Elle va en parler tout à l'heure et vous pourrez en débattre et lui poser des questions sur tout ce qui touche à la mémoire. Et ce que je voyais tout à l'heure au journal de TF1, il y avait le dernier survivant du commando Kieffer qui était interviewé. En cette période quand même où tous ceux qui nous défendent et qui nous protègent, les forces armées, les forces de l'ordre, les pompiers, et évidemment tout le corps, les soignants, tout le corps médical, et quand on voit malheureusement les agressions, l'insécurité, c'est vrai que c'est important de rappeler qu'avant nous, il y a des gens qui sont battus pour la France, qui sont battus pour nous défendre, et que honorer la mémoire de ceux qui sont disparus, qui sont battus pour nous, c'est aussi honorer ceux qui se battent aujourd'hui pour nous et qui nous défendent. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on a choisi un slogan qui est se battre pour nous, parce que c'est vraiment le message qu'a voulu faire passer Xavier Bertrand et toute l'équipe qui est autour. Et donc là, on est une petite équipe. Hein. Moi, je suis candidat dans la Somme, mais je me déplace, donc je suis un itinérant, et puis j'essaie d'aller porter la bonne parole un peu aux quatre coins du territoire, et surtout de donner la parole à ceux qui sont déjà battus au cours des dernières années et qui ont porté des projets. Alors, parfois, le conseiller régional, ça paraît un peu loin. C'est vrai que le maire, ça, c'est quelqu'un qu'on connaît, alors que malheureusement, le conseiller régional, parfois, c'est un peu lointain. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, on aura l'occasion d'en parler là, dans l'heure qui vient. Mais il y en a d'autres, et on attend surtout de pouvoir échanger. Donc, je vais passer la parole. On a donc autour de moi aujourd'hui Mady Dorchi, conseillère régionale sortante, et qui porte l'étendard, l'oriflamme de la mémoire dans les Hauts-de-France, et elle le fait brillamment et avec talent, je la remercie. Luc Foutry, un élu de terrain, maire depuis 20 ans 20 ans, conseiller régional, très investi sur la question des transports, mais pas seulement. Un peu aussi, ils vont tous les deux se présenter, dire quelques mots, puis après on va entamer l'échange. Après qu'ils ont présenté, ils se sont présentés, ils ont dit un peu qui ils sont, parce que malheureusement, parfois, il y a des élus qu'on connaît très très bien, puis il y en a d'autres qu'on connaît moins bien. Donc, c'est aussi une découverte. Donc, je passe la parole d'abord à Mady. Je la remercie de nous recevoir. Et c'est à toi. Tu nous dis quelques mots, tu prends tout ton temps, et puis on peut échanger avec nos amis qui sont connectés. Bonsoir à tous. Donc, je suis effectivement Mady Dorchi, donc conseillère régionale, déléguée au devoir de mémoire. Donc, déléguée au devoir de mémoire, j'ai eu cette chance parce que de pouvoir réaliser cette politique qui m'a été confiée par le président Xavier Bertrand.
Alors, ceux qui me connaissent savent aussi que c'est un engagement aussi très personnel, hein, puisque je suis pupille de la nation, fille du président départemental des anciens combattants. Mon père était grand officier de la Légion d'honneur. Je suis ressortissante de l'ONAC-VG. Donc, à ce titre, j'ai aussi une connaissance de ce monde-là, une compréhension aussi de l'engagement qui est le vôtre et de votre engagement, de la manière dont vous soutenez cet engagement. Et c'est aussi ce qui me permet aujourd'hui de me battre pour valoriser l'engagement que vous avez. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai toujours porté et j'ai eu la chance, effectivement, d'avoir cette mission qui m'a été confiée par Xavier Bertrand, une mission qui est unique à l'échelle de la France, hein, puisque c'est la seule délégation qui existe de Devoir de mémoire. Après, je suis aussi originaire du territoire et je suis conseillère municipale aussi à Allaine-les-Marais, qui est une petite commune du Mélantois. Combien d'habitants? 2000. Oh, c'est pas une 2300. petite commune. C'est vrai que c'est pas une petite commune parce que j'étais là à Ablain-Saint-Nazaire et il y avait des maires ruraux de communes de 600 habitants. C'est vrai. On a fait une réunion dans la Somme il y a quelques jours. C'est vrai. Bon, il y avait des communes, malheureusement, aujourd'hui, qui ont 40 Exactement. habitants. Et avec des problématiques, effectivement, qui sont très spécifiques sur des communes rurales. Donc voilà, pour me présenter assez brièvement, mais pour dire que vous savez que je porte cette politique avec conviction et avec cœur. Ouais. Merci, Madi. Donc, Luc, tu vas nous dire quelques mots et de présentation pour nos amis qui sont dans la salle. Je suis d'abord maire. Moi, mon parcours, entre guillemets, il a commencé par le fait d'être conseiller municipal il y a très longtemps déjà, puisque j'ai été élu en 1995 dans le village où je vis, où j'ai toujours vécu, où j'ai grandi. Donc, c'est vraiment un attachement très, très local. Et je suis devenu maire en 2001 et c'est là que finalement la passion de l'action locale, elle s'est vraiment développée puisque c'est un village qui a 2300 habitants. Alors c'est un petit village, je suis un petit maire et je tiens au fait de dire petit maire parce que c'est comme un titre pour moi, entre guillemets. Mais c'est vrai, comme il le dit souvent Xavier, on est à portée d'engueulade et c'est clair et c'est comme ça que ça se vit. Et de fait, moi j'ai apprécié le premier mandat qu'on vient de terminer ou qu'on termine là, parce que c'était vraiment empreint de cette volonté de Xavier d'avoir des actions qui soient visibles sur le terrain, même si la région elle a beaucoup de compétences importantes et qui dépassent évidemment le strict périmètre de nos communes. Ne jamais oublier que nous sommes là pour améliorer le quotidien des gens, améliorer le quotidien de nos communes. Et de fait, ça correspond bien à mon engagement local de terrain. Et puis, moi, je me suis, entre guillemets, spécialisé plus sur les questions de transport et d'aménagement du territoire. D'abord parce que c'était quelque chose sur lequel je m'étais mobilisé au sein de l'intercommunalité. Je suis aussi président maintenant de Pével-Carambeau, qui est un territoire de 38 communes et de 100 000 habitants. Et sur les questions de transport qui sont vraiment cruciales, puisque nous sommes un territoire qui est rural, un peu périurbain et rural. Et de fait, se déplacer, avoir cette capacité à se déplacer, bien, c'est parfois un problème. Et c'est pourquoi je me suis intéressé aussi à ces questions-là à la région, aux côtés de Franck Dersin. Voilà. Merci, Luc. Donc, pour entrer dans le vif du sujet sur devoir de mémoire, Luc parlait du concret. On a eu l'occasion de travailler ensemble, notamment sur les jardins de la paix, à l'occasion des cérémonies du centenaire. Et on continue, d'ailleurs, cette route. Mais au-delà, dans des choses extrêmement concrètes, il y a tout ce qui a été fait pour la rénovation des monuments aux morts, le soutien au drapeau. Donc, ça, c'est des actions qui ne sont pas toujours connues du grand public. Tu peux nous en dire quelques mots et de montrer comment ça s'exprime, parce que là, c'est quelque chose de tangible qui n'est pas forcément la chose que les choses que les apporter. Donc, effectivement, on parlait d'actions très concrètes. Hein. Luc parlait d'actions très concrètes du président Bertrand. Ces actions très concrètes en ce qui concerne la mémoire et le devoir de mémoire ont été faites à destination des acteurs mémoriels régionaux. Hein. Donc, création
et animation du dispositif régional de soutien aux communes pour la rénovation de leurs monuments aux morts, puisque effectivement la plupart des monuments aux morts avaient une centaine d'années, donc un besoin d'être rénovés. Donc là, on intervient à hauteur de 30% du montant, avec un minimum de 30% et un maximum de 3 000 euros pour l'aide à la rénovation des monuments aux morts. On est intervenu là, à aujourd'hui, on a aidé 460 communes pour ce dispositif, bon, sachant quand même que la délibération sur le devoir de mémoire en 2008, donc pas au début du mandat, donc entre 2018 et même 2019, début 2009 et là, on est quand même à 460 aides à ce niveau-là. Et puis un dispositif dont on m'a parlé encore cet après-midi et qui aide beaucoup les associations patriotiques, où on intervient également pour le renouvellement de leur drapeau, avec entre un minimum de 200 euros et un maximum de 500 euros. Bon, un dispositif qui vient en complément des dispositifs qui existent déjà de la part de l'ONAC-VG, donc l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Et c'est un dispositif qui est très apprécié par les porte-drapeaux, parce que ça a un coût. Un drapeau, c'est 1 500 euros. Donc, le fait qu'il y ait ces actions très concrètes sont importantes. Et une troisième chose qui a été faite par le président dès le vote de la délibération, il a souhaité dire merci. Dire merci, ça paraît simple, mais, et encore cet après-midi, les porte-drapeaux me l'ont dit, c'est la première fois qu'on nous dit merci. Et en fait, il a dit merci en souhaitant les recevoir à l'hôtel de région. Donc, on a organisé deux réceptions à l'hôtel de région, un moment de convivialité, un moment de partage avec les présidents d'associations, les porte-drapeaux, un moment où on leur a dit merci. Donc voilà, je pense que c'est des actions déjà très concrètes, mais ça a montré à quel point le président Xavier Bertrand souhaitait vraiment attacher de l'importance à cette politique mémorielle, et ça fait vraiment partie aussi de son souhait. Il nous demande à tous de nous battre, mais de nous battre aussi pour le monde combattant, le monde patriotique, et pour respecter en cela votre engagement à tous. Voilà. Quand on a créé ensemble les jardins de la paix, qui sont aujourd'hui plus de 15 jardins qui ont été construits dans les Hauts-de-France, et je dois dire qu'ils seront bientôt aussi construits dans la région Grand Est, puisque le ministère de la Défense nous a missionné l'association Jardins Hauts-de-France pour continuer ce travail dans le Grand Est. On a découvert que c'était un moyen aussi de maintenir le lien avec les nouvelles générations qui n'ont pas forcément une approche de la mémoire qui est celle de ceux qui ont évidemment traversé les guerres ou qui ont une transmission orale qui a été forte. Aujourd'hui, ça s'inscrit comment dans la politique mémorielle de la région? Alors, c'est vrai que ces jardins de la paix, ce sont des jardins donc, qui sont conçus par les pays belligérants. Donc, c'est quand même un signe fort. On les appelle les jardins de la paix. Je pense que la mémoire, et je le dis toujours, la mémoire doit avoir plusieurs grilles de lecture. Étant fille de président d'association, moi, les commémorations, j'ai toujours été dans les commémorations, et la valeur des commémorations est très importante, puisque c'est un moment, effectivement, où on reparle de ces valeurs. C'est important. Mais les jeunes, il faut aussi leur parler de la mémoire et trouver les moyens de leur parler de la mémoire. Donc, je dis toujours que la mémoire doit avoir toutes les grilles de lecture. Toutes les grilles de lecture, ça veut dire quoi? Ça veut dire le sport. Comment on peut parler de la mémoire à travers le sport? Donc, on est en train de travailler sur un projet avec les UFOLEP pour organiser un événement sportif d'un site de mémoire à l'autre, à l'échelle des régions. On a cette faculté à la région d'être une collectivité qui peut jouer un rôle d'ensemblier. Donc, de faire le lien
entre ces départements, entre les communes. On a cette échelle qui nous permet d'avoir une politique mémorielle très forte. Parce que quand on parle de ça, donc les grilles de lecture, effectivement, c'est le sport, c'est la culture, avec tous les événements qui ont été organisés. C'est aussi les jardins où on peut effectivement, après, je donne toujours un exemple qui est parlant. Quand on est dans le centre d'interprétation de Villers-Bretonneux. C'est un centre, je ne sais pas si vous, les uns et les autres, vous avez eu l'occasion de vous y rendre, mais il faut y aller. C'est très violent. C'est violent parce qu'on a l'impression, à certains moments, de se retrouver dans un champ de bataille et d'avoir la violence de la guerre qui est quand même fort. Et je me dis qu'en sortant d'un lieu comme celui-là, mais quel plaisir d'aller aussi dans un jardin, se promener et de réfléchir aussi à cette paix, à cette période de paix que nous vivons, qui est quand même la plus longue période de paix actuellement, et d'avoir ce recul nécessaire. Avec les jeunes, c'est pareil, je leur dis, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Donc, c'est vous, tous ces passeurs de mémoire, qui nous aidez aussi sur ce plan-là. Donc, avoir plusieurs grilles de lecture, je pense que c'est important. Puis, il y a une chose qu'il ne faut pas négliger, même si, encore une fois, toutes ces valeurs sont importantes et cette mémoire est importante. Il y a aussi l'aspect tourisme de mémoire et on est une région qui parle au monde. On a cette histoire, on a payé un lourd tribut, mais c'est aussi, on a tous ces pays qui viennent chez nous. Donc, il faut aussi développer. Bon, on a malheureusement cette période de crise sanitaire qui a ralenti l'impulsion qui avait été donnée par l'effet centenaire, où on a eu des taux de fréquentation beaucoup plus importants. On avait une volonté du président Bertrand, qui est toujours sa volonté, que nous soyons le territoire de référence sur la Première Guerre mondiale, à l'instar de la Normandie pour la Seconde. Et il faut qu'on puisse jouer effectivement le lien entre tous les départements pour développer ce tourisme. Et ça fait partie de notre ADN. La mémoire fait partie de l'ADN des habitants des Hauts-de-France. Donc, il faut vraiment qu'on continue à travailler et qu'on continue à travailler ensemble sur ce tourisme de mémoire. Non, c'est effectivement très important à un moment où, malheureusement, à cause du Covid, nos voisins anglais, malheureusement, ne peuvent pas venir dans les Hauts-de-France. Ce sont des clients très, très importants. J'étais dans une entreprise récemment dans le secteur touristique, donc 85% des clients sont britanniques. Donc, on voit les difficultés, évidemment, que rencontrent les entreprises qui travaillaient essentiellement avec les Britanniques, mais c'est vrai aussi de nos amis australiens, des Néo-Zélandais. Je vois au Kenya, par exemple, il y a un certain nombre de villes qui ont une spécificité. Et donc, le tourisme aujourd'hui, malheureusement, est très affecté. Donc, il y a des mesures de soutien qui ont été prises dans le cadre du plan de relance. Il y a un deuxième plan de relance qui sera présenté par Xavier Bertrand à la rentrée. La restauration et l'hôtellerie, notamment, elle a besoin aussi, dans des périodes qui ne sont pas des périodes de Covid, mais d'avoir des circuits touristiques. Bien sûr. Et c'est vrai que là, il y a un maillage qui a été fait, pas seulement, donc il y a les Jardins de la Paix qui sont un des éléments, mais il y en a beaucoup. Parce que on voit très bien que la manière dont les gens aujourd'hui visitent les pays, en fonction des générations, en fonction des centres d'intérêt, il faut offrir plusieurs éléments. Il y a déjà un travail soutenu qui a été réalisé avec le comité régional du tourisme qui a été effectué. Puis il y a un contrat, on a conclu aussi un contrat de destination thématique Hauts-de-France 14-18 avec Atout France. Donc tout ça pour dire qu'il y a une vraie conscience de travailler sur cette thématique-là et de continuer à travailler parce que la mémoire aussi participera et sera aussi un élément de relance de l'économie touristique régionale. Très bien. Alors, Monsieur Tacula voulait poser deux questions et malheureusement, il devra nous quitter tout à l'heure parce qu'il a des obligations. Donc, je lui passe très volontiers la parole. Merci beaucoup. Disons que l'invitation est arrivée tardive, l'information est arrivée tardivement quand je l'ai vue sur Twitter, donc ce n'était pas immédiatement prévu dans mon emploi du temps, mais je m'étais dit, tiens, je vais m'y joindre pour échanger. Donc, merci à tous les trois. Donc déjà, pour revenir sur les
Madi Dorchi, donc il est vrai quand le président Xavier Bertrand a donné une délégation au devoir de mémoire, tous les acteurs du monde combattant ont été agréablement surpris parce que c'était une première, comme a dit Madame Dorchi, certainement en France. Et tout ça s'est vite concrétisé derrière parce que si j'ai bonne mémoire, donc ça c'était fin 2017 et avant l'été 2018, il y avait déjà une délibération sur la politique de mémoire de la région et qui a été présentée et j'y ai assisté dans une salle, pas dans l'hémicycle, mais à ma grande surprise, ça a été voté à l'unanimité. Donc, il n'y a pas eu une voix contre, une abstention, c'était à l'unanimité pour cette politique. Et elle s'est concrétisée naturellement après, derrière, au printemps 2019, c'est vrai, sur 2 délibérations, ce qu'a évoqué Madi Dorchi-Briand, sur les monuments aux morts et les drapeaux. Et toutes ces actions de mémoire ont eu des prolongements, puisque en 2020, enfin, au printemps 2020, la région a signé un partenariat avec l'Office national du Bleuet de France, qui est notre fleur du souvenir, comme est le coquelicot pour le Commonwealth, au titre du code de la Commonwealth World Gulf Commission. Et la finalité, fin 2020, la région est devenue officiellement partenaire de la défense, avec un décret qui est sorti au journal officiel pour lui donner le titre de partenaire de la défense par la ministre des Armées. Donc tout ça, ce sont des actions très positives. Et entre deux, comme l'a dit Madame Dorchi, le président de la région a reçu à Amiens une fois et à Lille 2 fois l'ensemble des drapeaux, les 3 départements de l'ex-Picardie à Amiens et une fois le Pas-de-Calais et une autre fois le Nord. Et moi, j'ai eu l'honneur et la chance d'assister aux 3 réceptions. Donc, c'est quelque chose qui est resté dans la mémoire et qui restera dans les mémoires parce que ça a surpris tout le monde de voir qu'un président de région recevait des porte-drapeaux et un certain nombre de présidents d'associations du monde combattant. Donc, j'aurais une question déjà là-dessus. Est-ce que ce type d'action renouvellerait dans le futur? Voilà. Et une autre question totalement différente qui est plus liée aux activités culturelles et au transport. Au niveau des transports, la région Nouvelle-Aquitaine a voté en décembre 2019 une délibération qui a attribué la gratuité des transports aux anciens combattants de la région Nouvelle-Aquitaine. Dans les deuxième aspect, les musées de l'armée, tout ancien militaire ou du monde combattant a l'accès gratuit dans les musées de l'armée partout en France. Donc, est-ce que la région envisagerait d'étudier à ce que les transports soient gratuits, non pas uniquement pour les anciens combattants, mais pour tous les ressortissants de l'ONAC-VG, donc de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, comme Mme Dorchi, qui est pupille de la Nation, comme moi, ancien combattant, comme les victimes d'attentats terroristes, et parallèlement, la gratuité dans les musées de la région pour ces mêmes catégories de personnel. Ça représente 18 catégories. Voilà, même sans avoir de réponse instantanée, mais c'est surtout pour y réfléchir et de voir dans les années à venir si tout ça pourrait être étudié favorablement. Merci. Merci. Madi. Merci. Donc, je peux répondre quand même instantanément, au moins à la première question. Instantanément, dans le sens où je peux donner une réponse, oui, le président Xavier Bertrand refera cette invitation, il me l'a confirmé, parce qu'il a eu, encore une fois, c'était pas une réception toute simple, c'était un merci, une manière de valoriser votre engagement. Donc oui, il l'a fait dans ce sens-là, et bon, évidemment, ça va pas se faire chaque année, ça, on l'avait dit, mais on va le refaire. On va le refaire parce que ça a été un moment très fort, et j'ai eu la confirmation que ça sera refait par le président Xavier Bertrand la semaine dernière. Donc, il m'a dit oui. Donc oui, Monsieur Pacula, pour ça. Pour les 2 autres questions, alors j'entends bien, et donc j'entends bien pour les transports. Quand vous parlez d'anciens combattants, donc non, c'est en fait uniquement les ressortissants de l'ONAC-VG. Oui, la région Nouvelle-Aquitaine n'a fait que pour les anciens combattants. Là, ma question, c'est… Non, mais anciens combattants, c'est que ceux qui sont partis en opération quelque part. Ça ne reprend pas tous les ressortissants de l'ONAC-VG. Les pupilles de la Nation ne sont pas anciens combattants. Les victimes d'attentats terroristes ne sont pas anciens combattants. Oui, c'est ça. Donc, la définition des personnes parties en combat. Écoutez, moi, je l'entends. C'est quelque chose sur lequel, enfin, une des questions sur lesquelles on peut travailler, puisque effectivement, c'est une idée.
La même chose avec les musées. On pourrait aussi très bien essayer de travailler sur les musées qui sont dans notre réseau. Bon, je pense par exemple au Louvre-Lens, qui est d'une compétence régionale, travailler sur avec les musées qui sont de la compétence régionale, enfin, dans notre région. Mais on peut l'étudier tout à fait. D'accord, je suivrai ça avec vous. Oui, je sais, Monsieur Pacula, et je tiens à vous en remercier parce que vous participez aussi, et encore une fois, c'est important cette interaction entre vos propositions et la manière dont nous travaillons. Encore une fois, Monsieur Foutry parlait tout à l'heure de proximité du président Xavier Bertrand qui dit toujours il faut être à portée d'engueulade. Je le répète, moi, quasiment, je ne savais quasiment pas ce que c'était qu'un conseiller régional avant de devenir. Parce qu'on ne le voyait pas. Moi, je n'avais jamais vu mon conseiller régional, jamais. Et travailler avec Xavier Bertrand, c'est vraiment travailler à proximité. C'est le maire d'être le maire de la grande région. Il est le maire de la grande région. Et nous sommes les élus municipaux de la grande région. Donc, on travaille ensemble et on continuera à travailler ensemble et à se battre. Merci, désolé de vous quitter alors après. Non, pas du tout. Merci, monsieur. Donc, Xavier, d'ailleurs, répète, il l'a répété là dans des réunions, qu'il voulait ne voir aucun conseiller régional au bureau, en dehors des sessions. C'est vrai, on n'a pas le droit. Pas de bureau. Et sur les mesures quand même qui ont été prises, tu peux peut-être en dire un mot, mais c'est vrai que pour les forces de l'ordre, il y a des mesures de gratuité qui ont été prises dans les transports. Tu peux peut-être en dire un mot. Alors, ce sont les forces de l'ordre qui aujourd'hui sont en activité, mais c'est important parce que ce n'est pas une mesure là aussi qui est forcément… Monsieur Pacula, on a la chance aussi d'avoir quelqu'un qui peut parler transport. Je pense qu'on a été la première région, quasiment la première région à prendre cette mesure-là, c'est-à-dire de donner la gratuité, si je puis dire ainsi, aux forces de l'ordre, gendarmes, police, je crois que les pompiers, les membres de la sécurité civile aussi, si je ne dis pas de bêtises, pour leur permettre de se déplacer facilement. Et surtout au regard de ce qu'ils donnent, du sens de leur engagement pour notre pays, quoi, hein. Donc, c'est vrai que la proposition que vous avez faite tout à l'heure, elle se regarde aussi avec cet œil-là et ça pourrait rencontrer, on ne va pas s'engager aujourd'hui, mais ça pourrait rencontrer et être dans la suite de cet engagement-là que nous avions pris lors de ce mandat-ci, effectivement. Voilà. Merci, au revoir. Merci encore. Alors, j'ai une question d'ailleurs qui est plutôt pour Luc. Alors, Antoine, est-ce que vous voulez poser la question? Je l'ai sous les yeux, mais comme vous êtes en ligne, c'est peut-être mieux que vous la posiez directement à Luc. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je reprends ce que j'ai mis dans la conversation. J'ai des questions concernant du coup les transports dans la région. J'aimerais d'abord connaître la régularité des trains. Et j'ai une deuxième question. En fait, concrètement, on parle de mise en concurrence de la SNCF, mais qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette mise en concurrence ? Alors, sur la première, merci Antoine, et sur la première question, la régularité, elle est très aléatoire en fonction des lignes. Et on oscille entre 92 et 95% de régularité sur des lignes qui fonctionnent bien. Voilà. Par exemple, sur notre secteur PVL Carambeau, on pourrait dire qu'entre Valenciennes et Lille, on est toujours au-dessus de 90% ces 2 dernières années de régularité. Mais dans la région, il y a d'autres secteurs qui ont une régularité qui est beaucoup moindre, et notamment autour de Paris. On a beaucoup de difficultés à être au-delà de 85 ou de 80% de régularité sur des lignes entre Creil et Paris, par exemple, et entre Paris et Laon. Alors, la région, ce qu'on fait pour améliorer cette régularité, on intervient de différentes manières. D'abord, on investit sur les lignes pour que les travaux de rénovation de lignes se fassent, parce qu'il y a une partie de la régularité qui est dépendante justement de l'état des lignes, de la capacité des trains à avoir la vitesse commerciale. Et on l'a fait, la plus grande
démonstration de cela, c'était sur l'étoile de Saint-Paul. Alors là, il n'y avait plus de régularité du tout, puisqu'en fait, il a fallu arrêter le trafic pour faire les travaux pendant 1 an et demi ou 2 ans pour avoir des lignes et un réseau qui fonctionne. Donc, la région, elle investit. Et je tiens à le souligner ici, ce n'est pas une compétence. On parle toujours de compétence de la région. La région, sa compétence, c'est de faire circuler les trains. Ce n'est pas de construire les lignes. Et si on le fait, c'est parce qu'il y a une défaillance de l'État. Il faut quand même le souligner, parce que j'entends parfois dans le débat qu'il y aurait des carences de la part de la région de France, où on aurait fermé des lignes. D'abord, on n'en a évidemment pas fermé, mais surtout, si on n'a pas fermé, c'est parce qu'on a décidé de mettre de l'argent là où l'État ne les met pas. Donc, pour avoir une meilleure régularité, il y a déjà investir sur le réseau pour qu'il puisse être en état de recevoir des trains qui fonctionnent à l'heure. Mais c'est aussi à travers la convention qu'on a passée l'an passé justement avec la SNCF. C'est une convention très importante, elle nous lie sur 6 ans. C'est des sommes qui sont hallucinantes. Maire d'une petite commune, moi, c'est le budget de fonctionnement, c'est 1 200 000 euros, quoi, hein. Là, la convention, c'est 3 milliards d'euros sur 6 ans, c'est 500 millions d'euros par an. Et dans ces 500 millions d'euros par an, on fixe des objectifs à la SNCF pour qu'il y ait cette régularité. En fait, on liste tous les cas de figure qui ne pourront pas être impactés à la SNCF, parce que c'est vrai, quand il y a une tempête, quand il y a un arbre qui tombe, quand il y a malheureusement ce qu'on appelle pudiquement des accidents de personnes, enfin des gens qui mettent fin à leur jour, ce n'est pas imputable à la SNCF. Tout le reste, s'il y a des retards, c'est imputable à la SNCF. Et du coup, nous avons été beaucoup plus offensifs que nos prédécesseurs. Nous avons mis des amendes significatives à la SNCF quand il n'y a pas cette régularité qui est atteinte. Donc, c'est aussi un moyen d'améliorer la régularité. Et enfin, on a demandé à la SNCF d'avoir une meilleure organisation des équipages, entre guillemets. On a toujours voulu d'avoir des trains accompagnés, c'est-à-dire que dans tous les trains, nous payons pour qu'il y ait un contrôleur, évidemment le conducteur, mais la SNCF a réorganisé aussi ses équipes pour que contrôleurs et conducteurs fassent équipe ensemble, ce qui évite aussi d'avoir des retards, parce que quand vous n'avez pas une équipe ensemble, et il y en a un qui vient d'Amiens, qui doit repartir sur Boulogne en passant par Lille, et que le conducteur il doit attendre que si vous avez un train entre Amiens et Lille qui est en retard, ça décale d'autant. Donc sur la régularité, on rend compte tous les ans sur cette régularité dans ce qu'on appelle les corétères, que j'espère on arrivera à mieux développer, c'est-à-dire d'avoir cet échange direct avec les usagers du train, parce que et après il faut regarder plus finement encore, parce qu'on a une régularité sur ligne, mais moi je souhaite que nous avancions, que nous progressions pour avoir des régularités sur des trains. Celui qui prend le train le matin pour aller bosser, s'il a systématiquement 10 ou 15 minutes de retard, il va mal le vivre, et il a raison. Et si à côté de ça, sur sa ligne, on va dire non, il n'y a pas de problème, parce qu'on est au-delà de 90% de régularité, il ne va pas avoir le même ressenti, et son vécu, c'est pourtant lui qui aura raison, et nous, nos chiffres n'auront pas traduit une bonne réalité. Et enfin, sur la deuxième question, sur la mise en concurrence, qu'on en attend, c'est justement qu'on puisse avoir un meilleur service, voilà. En régularité notamment, et aussi en confort, voilà, en composition de train. Et c'est vraiment ce qu'on en attend. On n'attend pas de gagner de l'argent, on ne pense pas que ça va nous coûter moins cher, mais on pense qu'avec 500 millions d'euros par an sur l'ensemble du réseau, alors, tout n'est pas ouvert à la concurrence aujourd'hui, mais on estime que nous devons avoir un meilleur service que celui qui est offert aujourd'hui par la SNCF. Alors, ça ne veut pas dire qu'on aura un autre opérateur que la SNCF. La SNCF, elle est challengée et elle va pouvoir aussi, elle aussi répondre. Et je parle en connaissance de cause. Je parlais de concret tout à l'heure. Xavier Bertrand, il m'a envoyé faire le client mystère en Allemagne. Et j'ai pu tester concrètement la qualité du réseau ferroviaire en Allemagne, c'était tout près de Düsseldorf,
pour ne rien cacher, et j'ai fait du train sur différentes lignes, différents opérateurs, et on a pu aussi discuter avec des usagers, et on a vu que, alors ils ont 20 ans d'avance sur nous, mais nous attendons, on parle souvent de mise en concurrence, soi-disant de privatisation, ce n'est pas le cas, on ne peut pas se résigner à avoir le service tel qu'il est aujourd'hui, on doit avoir un meilleur service. Et à nos portes, non pas en Angleterre, mais en Allemagne, nous avons un service qui fonctionne bien parce qu'ils ont su se remettre en question. Donc, on attend un meilleur confort, meilleure régularité, des trains qui soient aussi accessibles, parce que la tarification ne changera pas. Hein. Je tiens à dire que ce n'est pas une explosion des prix, c'est bien la région qui va toujours continuer à fixer les tarifs de train, donc de toute manière l'opérateur, et quels que soient les opérateurs. Donc ça va être toujours sous contrôle, et sur la tarification, nous avons fait beaucoup de travail pour rendre le train accessible. Et au fond, ce qu'on en attend, c'est que les gens ils puissent favoriser, prendre plus facilement le train là où le train existe. Parce qu'aujourd'hui, on ne le prend pas assez, même quand il est à côté de chez soi, parce que ça a une image malheureusement dégradée, malgré les efforts des agents de la SNCF, parce qu'il faut reconnaître que beaucoup sont un peu tristes de la situation qu'ils vivent aussi au quotidien, mais d'avoir il y a plus une de gens. différence, Xavier le dit souvent, il y a les grosses têtes de la SNCF à Paris qui dirigent, puis après il y a les agents sur le terrain, qui sont toujours deux choses différentes. Exactement. Ouais. Et beaucoup regrettent de ne pas avoir les investissements nécessaires ou suffisants. Mais voilà, ce qu'on en attend, c'est une meilleure régularité, plus de confort dans les transports, et surtout amener plus de gens à se déplacer demain en train. Voilà. J'essaie d'être exhaustif. Il y a une chose peut-être que aussi on peut rappeler, tu parlais tout à l'heure du coût et enfin, du lien justement entre ce qui est offert à l'usager et en quoi le fait d'ouvrir à la concurrence, ça peut aussi profiter à l'usager, que la fatalité britannique d'une certaine manière, elle n'est pas obligatoire du tout, loin de là, et qu'elle n'arrivera pas sur le territoire des Hauts-de-France, et que beaucoup de choses ont été faites pour défendre le pouvoir d'achat des usagers. Il y a des cartes, il y a la carte TER notamment qui a été créée. Tu peux peut-être dire un mot aussi sur comment la région défend le pouvoir d'achat des usagers du train. Exactement. Déjà, rappeler que quand on prend un billet de train, il y a 75, on ne paye que 25% du coût réel. Ça, c'est déjà le tarif. Mais c'est vrai qu'on a voulu favoriser et donner le plus possible l'accès au TER aux gens, et notamment sur la création de la carte loisir. C'est-à-dire qu'on achète une carte pour un an, 30 €. Pour les personnes, cette carte, elle vaut 15 € pour les moins de 26 ans. Et ça donne sur toute l'année, sur tous les trajets en TER, une réduction de 50% pour la personne qui a cette carte, et jusque 4 accompagnants. Donc, en fait, quand on veut aller de Lille à la mer, on prend le TER, c'est vraiment très quasiment remboursé en deux voyages. Deux voyages, c'est absolument remboursé. On a aussi mis en place des tarifs à 1 € pour les 4-12 ans. C'est-à-dire que quand, et là pareil, il n'y a pas besoin que ce soit des personnes de la famille, c'est limité à 4, mais quelqu'un, un père de famille qui va devoir aller, je ne sais pas moi, à Amiens ou Louvre-Lens, s'il veut y aller, pas en voiture mais en train, eh bien, ça lui coûtera pour ses enfants que 1 € par enfant, pourvu qu'ils aient entre 4 et 12 ans. Donc, on a fait beaucoup d'efforts envers les familles, envers les habitants des Hauts-de-France, parce qu'on pense, et c'est un peu ce qu'a montré la crise des Gilets jaunes, finalement, c'est que la mobilité, c'est une liberté qui est très chère. Et quand on est empêché de se déplacer, c'est là que commence, enfin, pas que commence, mais c'est là que se posent encore plus de problèmes. Donc, il n'y a pas de raison d'empêcher les gens donc, on veut favoriser le train, mais le bus, on pourrait dire aussi le cas, on a passé les tarifs au plus bas, c'est-à-dire 1 € le trajet pour les cars interurbains, donc c'est pas rien. Et donc, on fait beaucoup d'efforts pour favoriser la mobilité des habitants des Hauts-de-France, pour rendre accessible cette mobilité. Et même avec la voiture aussi, pour un premier emploi. Enfin, ça aussi, la voiture, voilà, tout à fait. Qui est aussi dans la liste des actions très concrètes en fait, qui sont faites à destination des habitants des Hauts-de-France. Et non, mais là, c'est vrai que l'aide au transport au sens large, c'est un point très, très nouveau. Bon, parce que ça, c'est vraiment une décision qui a été prise au cours des dernières années. Il y a cette aide au transport, puis demain, là, ça fait partie
des choses qui sont proposées. Il y a l'aide Au permis. au permis. Donc ça, tu peux peut-être en dire un mot d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui sont au courant, mais il y a des gens aussi qui C'est vrai que la mobilité et la nécessité pour les jeunes de pouvoir accéder à cette mobilité est importante. On a parlé des voitures et c'est un dispositif qui a eu énormément de succès parce que effectivement pour l'aide à la voiture, tu peux peut-être rappeler d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas, c'est un cadre très précis. Au départ, c'est parti de l'idée qu'il y avait un parc automobile un peu inutilisé, en surnombre. Et donc, plutôt que de vendre ces véhicules qui avaient peu de valeur, on a décidé, votre équipe a décidé de les mettre à disposition des habitants. Oui, de jeunes qui ont un premier emploi parce que Xavier Bertrand, quand il avait échangé, avait été interpellé par quelqu'un qui lui avait fait une remarque en disant bah non, je n'ai pas de travail, et je ne peux pas y aller, je ne peux pas m'y rendre. Alors au début, Xavier Bertrand s'était dit mais c'est pas possible, pourquoi il ne peut pas se rendre à son travail, enfin, c'est bizarre, il n'a pas la volonté. En fait, il n'avait pas de voiture, il n'avait pas de moyen de se déplacer. Et bon, effectivement, on parle du train, mais il n'y a pas toujours la possibilité de prendre le train. Donc effectivement, il y avait un parc automobile à la région qui était là, des véhicules qui ne servaient à rien. Et il s'est dit, le mieux, c'est que ça serve aux habitants des Hauts-de-France, aux jeunes qui ont besoin d'une voiture pour aller travailler. Donc dès qu'ils remplissent cette condition d'avoir un premier emploi, ils peuvent disposer d'une voiture à 1 euro. Et c'est un dispositif, alors effectivement tout le monde ne connaît pas, mais pourtant c'est un dispositif qui fonctionne très très bien, et pour les jeunes ils sont très au courant de cette possibilité parce qu'il y a un vrai besoin. Donc autre proposition qui est faite et qui sera faite pour le prochain mandat, c'est effectivement l'aide au permis de conduire, parce que ça aussi, c'est un coût. Permis de conduire, ça doit être aujourd'hui 1500 euros à peu près. Oui, 1500 euros. Donc, une somme qui est quand même considérable. Donc, la région va aider pour cette somme du permis de conduire. Donc tout ça pour dire que c'est toujours des actions très concrètes. Là, on parle de ça, mais il y a aussi l'aide à la garde d'enfants, parce que c'est aussi une aide qui a été faite pour permettre aux mères de famille de pouvoir garder l'enfant quand elles doivent se rendre au travail. Donc ça, c'est des actions toujours à destination des habitants qui peuvent représenter quelquefois l'aide à la garde d'enfants, c'est 20 euros. Ça peut paraître une somme qui est pas très importante, mais pourtant pour des familles, 20 euros, ça a un coût. Enfin, c'est vraiment une somme très importante, et ça peut avoir sur le budget mensuel un impact important. Donc voilà, ça fait partie des. Mais il y en a d'autres. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites, parce que je pense que le président Xavier Bertrand, encore une fois, porté d'engueulade, il écoute, il passe son temps à écouter, il passe son temps à échanger, et c'est justement ces déplacements, ces rencontres qu'il fait sur le terrain qui lui permettent de sentir le pouls et de voir les besoins des habitants des Hauts-de-France. Et son souci, c'est vraiment de répondre aux besoins. Alors, je pense que tu vas garder la parole, parce que Aurore, vous aviez une question, je crois, qui s'adresse plutôt à Madi. Oui, j'arrive, j'active la caméra. Voilà. Ah, pardon. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, oui, moi j'avais une question qui s'adressait plutôt effectivement à Madi. Alors, je reviens un petit peu sur les thématiques qui ont déjà été énoncées, à savoir donc autour du devoir de mémoire. Bon, moi j'évolue dans le monde de la mémoire, à la fois dans ma délégation auprès de la Liga des combattants, donc qui est la délégation portugaise. J'ai été d'ailleurs chargée de mission au moment du centenaire de la bataille de la Lys. Et de par mon activité professionnelle, je travaille à la valorisation mémorielle australienne. Donc, je suis sur les deux fronts en même temps. Et j'aimerais savoir comment vous
comptez poursuivre la valorisation mémorielle dans la région? Parce que vous avez déjà mis en place un certain nombre de dispositifs et j'aimerais savoir en fait comment tout ça va se relayer à la fois dans le soutien de la mémoire au quotidien envers les habitants, parce que c'est important de continuer à passer cette mémoire, et c'est d'ailleurs ce que vous disiez tout à l'heure, Madi, mais aussi d'un point de vue touristique. Par exemple, alors je sais qu'avec les marchés australiens et néo-zélandais, il y a effectivement, et comme vous disiez tout à l'heure, des contrats de collaboration, mais est-ce qu'il est, par exemple, envisagé de s'ouvrir sur de nouveaux visitorats, comme par exemple le Portugal ou l'Inde, puisque ces pays-là se sont investis dans la guerre. Et je vous laisse répondre, et après j'ai une autre question. J'imagine, Aurore, et merci. Je tiens quand même à souligner que, si je peux le dire, hein, Aurore, mais je pense qu'on peut en être fier, la grand-mère d'Aurore est la plus âgée des porte-drapeaux. Sa grand-mère a 95 ans. Voilà, c'est la première femme porte-drapeau de France. Ah oui. Et je peux dire qu'elle est bon pied, bon oeil avec son drapeau, et elle met un point d'honneur à tenir son drapeau dans les commémorations portugaises. Elle est dans quelle commune? Elle réside à Lillers, donc en fait on dépend de elle réside à Burburg, mais notre association c'est Lillers et environ. Et j'ajoute à ce que Madi vient de dire, parce que j'essaye de le dire assez régulièrement, c'est que ma grand-mère est aussi la première femme porte-drapeau de France, puisqu'elle a commencé son mandat de porte-drapeau en 1975, donc au moment du décès de mon arrière-grand-père. Et donc, il y a eu aussi, dans notre famille, la mémoire se porte par les femmes, et il y a eu tout un travail qui a été fait assez long et qui se poursuit d'ailleurs. C'est une belle histoire, hein. Ah oui. Vraiment. Une histoire, je pense que vous pouvez le dire aussi, qui va être filmée là prochainement. Aurore. Ça a été fait la semaine dernière. Voilà. Oui. Donc, ça va être diffusé. Ah, ça coupe. Ça va être diffusé. Ça a été fait la semaine dernière. Mais ça n'a pas encore été diffusé ou ça a été diffusé? Alors, non. Pour le moment, la vidéo est au montage et elle sera diffusée effectivement dès qu'elle sera terminée. Alors, ça ne dépend pas de moi, hein, puisque c'est un YouTuber qui s'appelle Stevius, qui est professeur d'histoire, qui a proposé en fait de venir nous rencontrer. Il avait fait une première vidéo sur l'engagement portugais dans la Première Guerre mondiale, une vidéo qui avait fait 50 000 vues en 2 jours. Et il a fait également une vidéo sur le soldat Miloš qui a fait plus d'1 million de vues. C'est incroyable. Il faut qu'on fasse quelque chose, parce qu'au Jardin de la Paix portugais, il faut qu'on fasse… Avec votre grand-mère, il faut qu'on fasse quelque chose. Ouais. L'inauguration est prévue cette année, je pense, du jardin portugais. C'est vrai qu'avec Félicia, ce serait merveilleux. Sa grand-mère, c'est Félicia, c'est 3 générations de porte-drapeaux. Et alors, vous verriez cette petite femme, elle est toute petite, toute menue, et elle est là, toute fière avec son drapeau. Donc, on l'a reçue aussi à la région, et on a pris à l'hôtel de région, on a pris une photo entre elle et le plus jeune des porte-drapeaux. Mais elle a une histoire extraordinaire, et effectivement, je pense qu'il faut qu'elle soit là pour l'inauguration du Jardin de la Paix, puisque c'est une inauguration qui est prévue cette année à Richebourg. À la Couture, non? À la Couture, oui, à la Couture. Voilà. Et on sera là. Formidable. Je le sais. Donc, oui, alors, bon, effectivement, vous parlez du tourisme, parce que, effectivement, sensibilité, c'est le Portugal. Vous savez que travaille chaque qui est mis en exergue, ça a été la Chine l'année dernière. On pourra en avoir parlé aussi avec Salvatore Castiglione, hein, qui est le vice-président actuel, enfin le vice-président sortant sur cette thématique. L'idée, ça serait d'organiser aussi une année Portugal. Ça, de toute façon, ça fera partie aussi des engagements du prochain mandat.
Je ne sais pas si ça sera l'année prochaine, mais en tout cas, c'est quelque chose qui sera pensé parce que effectivement, cette histoire portugaise que vous portez est importante. Et bon, vous citez la bataille de la Lys, mais le Portugal a payé aussi un très lourd tribut sur notre territoire et c'est important d'en parler. Alors, sur le tourisme de mémoire, alors effectivement, on a commencé, et je parlais tout à l'heure de ce rôle d'ensemblier. L'idée, c'est de travailler avec les départements, c'est de travailler avec les territoires. Alors, il y a un événement que vous connaissez, c'est la Coupe du monde de rugby 2023, les Jeux olympiques 2024. Donc, quand je disais que la mémoire doit avoir plusieurs grilles de lecture, les grands événements internationaux, ces 2 événements-là, il faudra vraiment, parce que l'idée, c'est qu'on soit ici, le territoire des Hauts-de-France, la région des Hauts-de-France, soit la base arrière, et clairement, avec les pays, dont vous avez cité l'Australie, quand on parle avec les Australiens sport, on parle forcément mémoire. Donc, faire venir les Australiens ici, on a vraiment un angle commun, enfin une histoire commune. De toute façon, quand je discute avec l'ancien ambassadeur, Brendan Byrne, mais maintenant on a une nouvelle ambassadrice d'Australie, à chaque fois, il nous parle de mémoire et ils nous disent on est ensemble, il y a une fraternité qui fait effectivement qu'on pourra travailler sur ces événements internationaux. Ensuite, ce qui est important, c'est ce qui va être un volet important. On travaille aussi toujours sur les chemins de mémoire, donc les chemins de mémoire que vous connaissez, Aurore, donc sur lesquels on va structurer l'offre mémorielle et l'offre de découverte. On a aussi tout un travail à effectuer et à continuer à faire sur les centres d'interprétation et la valorisation des sites touristiques et d'avoir aussi un outil au niveau de la région où on détaille plus, on rentre un peu plus dans le détail de ce qui se passe de tous les sites mémoriels à l'échelle des Hauts-de-France. On va travailler aussi sur le vélo, parce que quand vous discutez avec des Australiens, ils disent moi je veux bien, mais je rêve de pouvoir aller... Ouais, ou d'aller d'Ypres à Fromelles en vélo, parce que c'est ça aussi qu'ils attendent. Donc, travailler aussi sur le vélo. Du vélo. Oui, Aurore. Oui. Ouais, à propos du vélo, je me permets de vous couper parce qu'il y a une chose que, donc je vous disais, je travaille moi dans une entreprise australienne, donc j'accueille à peu près 1 millier d'Australiens par an. Bon, pas en ce moment, pas pendant la crise sanitaire, mais habituellement, voilà. Et à propos du vélo, il faut voir que ce soit les Australiens ou les Néo-Zélandais, ce sont des fous de vélo au point qu'ils se lèvent la nuit pendant l'été pour pouvoir regarder le Tour de France. Complètement. Et ils veulent effectivement participer à ça. Oui, complètement. Non, c'est important de le rappeler. Et sur l'Australie, je dirais que parfois le tourisme va au-delà de la mémoire, parce qu'il y a des accords de défense aussi qui ont été signés avec l'Australie, notamment sur les sous-marins. Et il y avait ce très beau projet, moi je suis très triste, qui n'ait pas pu voir le jour, d'école franco-australienne dans la Somme. À Pozières. Qui était un beau projet, comme lien, etc. Mais tout ça pour montrer que ça va au-delà. C'est pas complètement perdu, parce que je suis allée en Australie pour justement échanger aussi et vivre aussi l'Anzac en Australie, parce que je veux dire, il faut le faire. Déjà, je vous encourage à aller vivre l'Anzac à Villers-Bretonneux. C'est quelque chose d'exceptionnel et on y vit sa mémoire de manière fabuleuse. Quelles que soient les conditions, on se retrouve là-bas à 5 heures du matin, mais c'est un moment, vous y êtes allé, Aurore, et c'est un moment extraordinaire. Mais quand je suis allée en Australie, ils ont parlé d'une chaire à l'université, une chaire de recherche aussi, où on pourrait avoir des accords, des échanges aussi sur les langues. Il y a beaucoup de choses à faire et les Australiens, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui sont très demandeurs d'échanges avec la région des Hauts-de-France et particulièrement avec notre région. Donc, il faut vraiment… Alors, je dis toujours, notre tourisme,
et il ne faut pas oublier nos habitants. Notre tourisme est aussi à destination et surtout de nos habitants des Hauts-de-France. Donc, il faut travailler aussi sur la qualité des structures. Là, on est en train de travailler sur Lorette, Notre-Dame de Lorette, puisqu'il y a des problématiques, alors que bon, c'est quand même la seule nécropole, hein, une nécropole importante en France et qui est sur notre territoire. On a l'anneau de la mémoire, c'est le seul aussi qui existe, un anneau sur lequel on a les noms de 500 000 soldats les uns à côté des autres. Moi, je veux dire, c'est quand même un endroit extraordinaire et on a des conditions d'accueil qui sont pas optimum. Donc là, on est en train de travailler avec l'État pour améliorer. Donc, nous sommes parfaitement conscients qu'on a commencé et il faut continuer, et parce que, encore une fois, la mémoire fait partie de notre ADN, la mémoire fait partie de l'attractivité du territoire, et il faut vraiment qu'on continue à travailler là-dessus. Enfin, moi, on a un potentiel extraordinaire, on a un potentiel de par la région, mais aussi de la part de ses habitants, de la part de son histoire, et de la part de personnes aussi engagées comme vous l'êtes, Aurore. Donc, je veux dire, c'est un atout gagnant, et on va se battre, et encore une fois, on va se battre ensemble. Donc, voilà. Merci Aurore, merci Madi. Voilà. Alors, c'est un peu le principe de nos entretiens comme ça qui sont informels, mais en général, on parle aussi à la fin un peu du territoire. Oui. Et donc, je pense que Luc, toi, alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, tu es un vieux maire. Donc, un vieux maire, ça veut dire que c'est un maire par la durée du mandat. Hein, voilà, un jeune homme voilà. et un vieux maire. Merci. Alors, sur l'action de la région, sur le territoire, pas seulement dans ta commune, mais au sens plus large, qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent et qu'est-ce qui est prévu aussi à plus long terme? Ce qu'on peut dire, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la région, elle accompagne vraiment les projets locaux, qu'ils soient des projets municipaux. J'étais avant-hier, par exemple, pas très loin d'ici, à Bouvigny, où en fait, la région va apporter 150 000 € à la rénovation, pour la rénovation d'une longère. Donc déjà, en termes patrimonial, c'est intéressant, mais pour y créer, si tu veux, 2 cabinets médicaux. Voilà. Ouais. Donc, ça participe à la vitalité, j'allais dire, de la présence médicale dans ces petites communes. C'est un projet qui vient, moi j'aime bien le dire, qui vient du conseil municipal. Le conseiller régional que je suis a été interpellé par le maire là-dessus en disant qu'il faudrait que vous puissiez nous donner un coup de main. Et on a regardé et ça a été possible de le faire. Donc ça, on aide à travers ces éléments très, très concrets. On aide aussi, plus prosaïquement aussi, à l'équipement. Je vois ici en gare d'Orchy, par exemple, on a installé la vidéosurveillance et on va continuer à aider. Là, on va étendre d'ailleurs les communes. On va étendre la vidéosurveillance, en tout cas la vidéoprotection, je crois qu'il faut dire, puisqu'on va proposer aux communes une aide régionale pour équiper leur commune en vidéoprotection pour les communes qui souhaiteraient le faire. Et ça, c'est une aide très, très concrète pour la sécurité et la tranquillité dans nos communes, puisque nous sommes souvent dans des secteurs où la gendarmerie elle a du mal à intervenir aussi rapidement que ce qui se fait en ville, et on peut comprendre les raisons qui amènent à ça. Mais c'est aussi des aides aux entreprises. Je vais citer une aide qu'on a apportée à l'entreprise Doublé très récemment, qui travaille à développer tout un process pour recycler la matière avec laquelle on fait les drapeaux. Alors, je ne me souviens plus, je dis toujours du nylon, c'est peut-être du nylon, je crois. Bon. En tout cas, j'ai été voir, et c'est une matière qui n'est pas recyclable, sauf qu'ils viennent de trouver avec une start-up de Lyon le moyen de le faire. Et donc, c'est une entreprise du territoire qui veut développer une filière, par exemple. Donc, le conseil régional, il est présent vraiment dans le quotidien pratiquement de la vie de nos concitoyens. Donc, moi, sur le territoire, vraiment, je vais dire, sur les 38 communes de Pével-Carambos, s'il y a bien quelque chose qui doit être emblématique et sur lequel on a travaillé pendant ce mandat et qu'on va continuer, c'est la ligne, ce qu'on appelle la ligne Ascorchy, si tu veux, mais qui va être transformée de Orchy à un métro. Je ne sais pas si c'est Pont-de-Bois ou 4 cantons, on y travaille encore. C'est plein de symboles. D'abord parce que c'est une ligne qui a été fermée avant notre arrivée au printemps 2015, parce qu'elle a été abandonnée, parce qu'elle n'a pas été, il n'y a pas eu d'investissement. Voilà.
Mais c'est une ligne qui n'était pas non plus utilisée par les habitants, paradoxalement. Pourquoi? Parce qu'on arrivait à Ascq. Alors, je dis souvent à Athis, ça ne sert à rien de venir à Athis. Il y a des gens qui viennent travailler à Athis, mais enfin, et à Ascq, qu'est-ce que tu vas faire à Ascq? Honnêtement, il faut aller à un métro, il faut aller à Lille. Bon. Donc, on va la prolonger jusqu'à un métro. Et on a fait tout un travail de redynamisation d'études avec les maires concernés. Donc, c'est un autre symbole. Travailler avec les maires de la ligne. Nomain, Caubrieux, Anstin, Villeneuve d'Ascq évidemment, Bouvines, bon, Cisoing, pour trouver le meilleur service demain. Alors, ce sera peut-être du tram-train, ce sera peut-être du train, voilà. Mais on a encore un petit peu de travail et je sais que Xavier, il m'a dit qu'il souhaitait que la région soit partenaire et elle le sera. Et c'est un autre symbole parce que ça sera porté par la région, mais aussi avec l'aide des territoires. Donc, j'espère que ce projet-là, dans le prochain mandat, il prendra forme. Voilà. C'est important ce que tu dis parce que le président Bertrand a bien souligné, il avait travaillé avec les intercommunalités et il a dit qu'il travaillerait encore plus avec les maires sur le prochain mandat et ça c'est important de le souligner. Voilà, écoutez, Madi, merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Luc, merci d'être venu. Merci de ton invitation. On se retrouve ce week-end, donc à la fois à Étaples et à Ardelot, et puis la semaine prochaine un peu partout. On sera dans les différents départements des Hauts-de-France. Il est prévu qu'on aille dans l'Aisne, il est prévu qu'on aille dans la Somme, côté Picard, et on sera aussi dans le Pas-de-Calais. On sera certainement avec Faustine Malia, afin de parler aussi des problématiques portuaires, de la sécurité, de la problématique migratoire à Calais. Et de toutes les thématiques qui concernent nos territoires. Je vous remercie, je vous dis bonsoir, merci, bonsoir. À bientôt. Au revoir.